journaliste d'investigation, parce qu'il faut le préciser. Bonsoir, ma très chère consoeur Michcom Event, et Voilà. merci une fois encore pour cette opportunité que nous avons de débattre de l'actualité de l'heure. Merci également d'avoir accepté l'invitation, M. Bienton, parce que vous êtes un homme très, très occupé, surtout en qualité de journaliste d'investigation. Ce n'est pas du tout facile de coordonner entre les invitations qu'on vous fait de part et d'autre, hein, et gérer aussi votre propre page, y compris votre chaîne YouTube. Alors, je vais vous laisser le temps de bien fixer votre caméra, de bien la stagner, parce que ça bouge un peu. Entre-temps, j'invite tout le monde à partager massivement ce direct, parce que ce soir, ça va être un direct non seulement d'analyse, mais de grandes révélations. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, hein, qui va s'achever le 11 février prochain. Et sur ce, on est ici exceptionnellement pour autre chose. Ce soir, ce ne sera pas les minutes de la CAN, parce que vous voyez que c'est bien M. Bienton qui est plutôt là ce soir. Nous sommes dans le cadre d'une émission, l'heure juste de vérité. En ce qui concerne la minute de la CAN, l'émission spéciale CAN, vous connaissez votre consultant maison qui n'est qu'autre que monsieur, oh là là, monsieur Junior Zogo. Voilà. Mais ce soir, exceptionnellement, j'ai lancé l'émission L'heure juste de vérité parce que en ce moment, l'heure est grave. J'ai été interpellée à plusieurs reprises. J'ai reçu des messages inbox que mon manager m'a fait parvenir. J'ai reçu des courriers. J'ai reçu je dirais même des documents confidentiels parce que je suis tenue par le secret professionnel du côté de la défense. Alors, j'avais dit ici, lors d'un récent direct, que je ne me prononcerai pas de manière hasardeuse. Je vais observer, je vais écouter et après, nous allons analyser. S'il y a lieu de lancer le dossier, d'ouvrir ce grand dossier, je le ferai. J'ai pris du temps, j'ai pris du recul, j'ai observé et j'ai donc finalement décidé, après un temps d'observation, après avoir réuni un certain nombre d'éléments, de pouvoir enfin ouvrir ce grand dossier. Mais pas seul. Parce que vous savez, chacun a sa mission. Je n'ai pas pour profession d'être une journaliste d'investigation. Je suis journaliste et chroniqueuse sportive. En face de nous, nous avons un journaliste d'investigation. Attention, il y a une nuance. Un journaliste d'investigation, c'est celui-là qui ouvre une enquête sur le terrain pour savoir ce qui se passe réellement et qui apporte la vérité, les informations, mais alors là, tangibles, les informations fiables. Ce n'est pas le Congo-ça. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est un effet de masse. Ce qui se passe actuellement, c'est tout un mélange, excusez-moi, c'est un mélange de trafic d'influence, c'est un mélange, je dirais même, de manipulation de l'opinion publique, c'est un mélange, je vais dire, d'accusation, d'exposition de vie privée de certains influenceurs qui sont à refaire surface. C'est tout un mélange. On ne sait plus à quel sens se vouer. On a des témoignages assez perplexes, on a des témoignages des anonymes, certains témoignages quand même douteux. On ne dit pas tous, mais certains restent quand même à réfléchir. Il y a des témoignages que nous sommes obligés de prendre avec beaucoup de pincettes. Généralement, dans ce genre de dossier sensible, il faut faire preuve de sagesse et de discernement. On n'avance pas les choses pour avancer. L'élément déclencheur de cette affaire n'est qu'autre que M. Zumonto. M. Zumonto, s'il est sur cette affaire et qu'il ne recule pas, c'est parce que peut-être que lui, il a ses informations personnelles, il sait sur quoi il s'appuie. Mais nous n'allons pas faire du suivisme. Il sait sur quoi il s'appuie, il sait sur quoi il se défend. Si jamais il était lui aussi interpellé, mais nous n'allons pas faire la même chose. Parce que si demain, ça tourne au vinaigre,
Mitchcom et Vente, ce n'est pas une simple page officielle. C'est une page qui est entourée également d'un contexte juridictionnel. Donc, j'ai aussi un avocat qui me donne des orientations, qui me conseille. Si demain ça tourne mal, ce n'est pas moi qui vais me présenter, par exemple, c'est mon avocat, mais il faut qu'il ait les éléments. Il faudrait que sa cliente ait raison. On ne parle pas de tout et de rien juste pour jouer aux intéressants, juste pour se faire des followers, juste pour attirer de l'attention. Non. Parce que quand on se retrouve devant les tribunaux, c'est nous les personnages publics, c'est nous qui prenons sur nous. Quand demain ça va tourner au vinaigre, ce n'est pas vous qui venez écrire, qui venez nous encourager, vous les followers, c'est nous qui serons face à nos propres dires, face à notre propre destin. D'où certains blogueurs dont je ne jette même pas la pierre, ont fait preuve de sagesse et de discernement. Beaucoup ont pris cette affaire avec beaucoup de pincettes. D'autres ont demandé des preuves tangibles, des preuves matérielles pour pouvoir accompagner les victimes. Ils ont raison. Ils ont raison, ils se protègent aussi. Donc, si aujourd'hui quelqu'un se jette à l'eau et dit que oui, j'ai des raisons, j'ai des preuves, mais bravo, c'est un combat noble, mais que chacun prenne ses responsabilités et qu'il n'y ait pas un effet de masse. Il faudrait que toute parole que moi, personnellement, je sors, que je puisse prouver, que je puisse également me défendre. Donc, à chacun son blog. Ce n'est pas de la concurrence. Ce n'est pas un jugement. Non, c'est comme moi aujourd'hui, si je prends un dossier qui fait mouche sur les réseaux sociaux, certes, les autres vont me suivre, vont m'accompagner dans ce combat, mais c'est moi l'élément déclencheur. Et le jour où ça pète, c'est à moi d'aller me justifier. Je ne vais pas en vouloir à mon confrère journaliste qui ne m'aurait pas suivi, qui a une autre opinion ou une autre, je dirais, qui a une autre opinion, un autre avis, qui a une autre thèse à soutenir. Je ne vais pas l'en vouloir. Le monde est fait de personnes qui sont d'accord et qui ne sont pas d'accord. À chacun son point de vue, nous sommes en démocratie. Donc, pour conclure, avant que de lancer officiellement l'édition, c'est pour vous dire que si j'ai pris le temps d'ouvrir ce dossier, c'est parce qu'il fallait que j'observe, que je prenne du recul et que je fasse les choses avec beaucoup, mais alors là, beaucoup, beaucoup de réflexion. Ce soir donc, vous avez voulu qu'on ouvre ce dossier, nous allons l'ouvrir. Il y aura beaucoup de révélations. Ici, c'est sans langue de bois. Et vous connaissez le franc-parler de M. Bienton, évidemment, dans le respect. Mais c'est quelqu'un qui est, et ça je vais vous le dire, j'admire aussi notre grand frère journaliste, notre confrère, qui lui aussi fait un travail. Le journaliste, je ne sais pas, cher confrère, si tu peux me rappeler son nom, c'est un autre journaliste d'investigation. Je crois d'ailleurs que... Pardon? Rémi Gono, non? Voilà, le grand J-Paul Rémi Gono. C'est quelqu'un qui prend la peine d'écouter. Lui aussi, il était dans le lancement de la canne. Mais quand il a eu ce dossier, il a pris le temps de mener une enquête. Alors lui, il est dans tous les angles. Son l'angle le plus visé, pour lui, c'est beaucoup plus sur le plan psychologique. J'ai suivi son direct. Donc, c'est pour vous dire que chacun, en ce moment, est en train de débattre dans chaque angle. Alors, faisons attention à ce qu'on dit. Du coup, bonsoir à tous et bienvenue dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Alors, nous étions concentrés dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, cet événement continental qui réunit plus de 23 pays du côté de la Côte d'Ivoire, alors que les hostilités étaient lancées et que nous étions concentrés sur ce grand rendez-vous continental, quel dossier a surgi, comme on le dit, chaque jour qu'on se lève, il y a des nouveaux dossiers. On a eu affaire à... Il se pourrait, parce que je le prends avec beaucoup de pincettes, c'est notre cher frère africain, le lanceur d'alerte, M. Zumanto, qui nous a emmené ce problème sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un présumé prédateur sexuel qui a fait des ravages du côté du Cameroun et dont il y a eu plusieurs victimes. Il y a plus de 80
témoignage. Parce que quand on va sur la page de M. Zumento, chaque jour, il nous offrait un témoignage. Il y a eu plusieurs témoignages, des témoignages qui ont donné froid au dos, des témoignages qui ont mené à qualifier cet homme de sadique, peut-être, qui ont emmené, d'après certaines enquêtes que j'ai menées, il s'avère que ce monsieur est un homme de caractère. J'ai cité monsieur Bobda, qui est un homme de caractère, qui est un homme, d'après les enquêtes et les documents qui me sont parvenus, qui est un homme assez violent, mais qui est un homme aussi, d'après certaines indiscrétions, qui est un homme aussi au grand cœur, qui s'est partagé. Il s'avère qu'il fait l'objet, il est au cœur d'un scandale. Un scandale qui a pris d'assaut les réseaux sociaux et qui a créé une véritable polémique. Aux dernières nouvelles, ce monsieur a été interpellé hier à 3 heures du matin dans une posture, donc je décris, je ne sais pas comment on peut exposer un homme qui a une certaine dignité. Moi, je pense que cette vidéo a eu une tendance à l'humiliation. Parce que filmer un homme, je ne sais quel plaisir a pris la personne de publier une vidéo où un homme est dans une posture, mais assez humiliante, nu, presque en caleçon, mais pas presque, il est en caleçon quand on l'a interpellé. Donc, quel but? À qui profite cette vidéo? On n'en sait rien. Mais le monsieur a été interpellé, étant dans une mauvaise posture par les autorités camerounaises. Alors, d'aucuns ont jubilé en se disant qu'enfin, le prédateur sexuel a été arrêté et il est hors d'état de nuire. Mais d'autres se sont demandé, est-il normal de le filmer dans cette posture? À qui avantage cet acte? D'autres se sont dit, ce monsieur est-il réellement coupable? Et d'autres se sont demandé s'il n'y a pas une sorte de manipulation derrière cette histoire. Je pense que cette arrestation a trait, je vais dire, il y a plusieurs tentacules. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette affaire. Et ça, c'est un avis personnel. Et j'assume. À voir ce qui est en train de se dessiner, plus on avance dans le dossier, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Et ce soir, avec M. Niamton, je ne vais pas lui voler la vedette parce que c'est son rôle, c'est son statut, c'est un journaliste d'investigation. Il a beaucoup à nous dire, j'ai des questions à lui poser parce qu'il est bien placé dans ce dossier. D'abord, en tant que Camerounais, parce que moi, je suis journaliste africaine d'origine camerounaise. Donc lui, en tant que Camerounais et en tant que journaliste d'investigation, qui a toujours étudié les dossiers sensibles, et on n'a jamais vu d'interpellation par rapport à parce qu'il ramène toujours des informations fiables. J'ai donc tenu à l'inviter sur ma tribune ce soir pour qu'il essaye de lever certains équivoques, qu'il essaye d'éclairer la lanterne des internautes sur certaines zones d'ombre. Nous allons donc tout savoir ce soir sur le dossier Bobda. Et pour ce faire, je vais dire bonsoir à ce dernier et le laisser à son tour se présenter non seulement aux Camerounais qui le connaissent déjà, mais également à toute l'Afrique. Bonsoir, M. Michel Niamton. Oui, bonsoir, très cher consoeur Mich comme Even. Bon, je ne sais pas si c'est encore utile de me présenter parce qu'on ne me présente plus. Oui. Bon, je m'appelle Michel Biemton, je suis un journaliste d'origine camerounaise et je suis basé en Norvège depuis bientôt 4 ans où je jouis d'un statut de réfugié politique. Voilà, je suis responsable de médias, je dirige 2 journaux en français et en norvégien qui traitent de l'actualité des droits humains.
en français, c'est la Gazette du Défenseur qui est d'ailleurs disponible en mode application. Donc, la Gazette du Défenseur est téléchargeable sur toutes les versions des téléphones portables. Et il y a également son pendant en langue norvégienne, Friverden Media. Friverden en langue norvégienne veut dire un monde libre. Alors, je suis également, depuis quelques semaines, un collaborateur extérieur d'un magazine, d'un web magazine appelé Africa. Africa.no. Félicitations, M. Bouton. Merci. Africa.no qui traite de l'actualité africaine en langue norvégienne. Donc, je suis parti du Cameroun en 2019 pour des raisons purement politiques. Après la prison, les menaces, les persécutions, j'ai dû trouver une terre. J'ai dû fuir le Cameroun pour m'établir à l'extérieur, d'abord au Burkina Faso et puis en Norvège où je vis depuis bientôt 4 ans, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Très bien. Merci pour cette brève présentation. Et puis, je tiens à vous préciser aussi que ce soir, Monsieur VP de Londres va intervenir et donner son point de vue également par rapport à ce sujet qui déferle la toile. Donc, à chaud, Monsieur le journaliste d'investigation, la question que je vais vous poser est la suivante. Qui est réellement Monsieur Bobda? Ce monsieur qui sort de nulle part, qu'on découvre tous sur les réseaux sociaux. Qui est-il réellement et quelle est sa posture, je vais dire, quel est son titre du côté du Cameroun? Non, cette question est pertinente et cela m'amène justement à... cette question, je me la suis posée au regard de l'image qui a été dépeinte du personnage, un personnage influent, qui fait peur à ses victimes, etc. Je me suis posé la question de savoir, mais comment quelqu'un a pu sévir pendant autant d'années dans une ville comme Douala et on est au courant de son existence qu'il y a quelques semaines seulement. Bon, l'information que j'ai de lui, c'est qu'il est le fils d'un homme d'affaires milliardaire, Emmanuel Fodwop Bobda, qui est décédé en 2020. Et il est donc l'héritier de son papa. Alors, Emmanuel Fodwop Bobda était le PDG de la multinationale Afrique Construction, qui s'occupe de la commercialisation des matériaux de construction, comme son nom l'indique. Bon, quand je dis multinationale, ça veut dire que Afrique Construction n'est pas basée qu'au Cameroun. Elle est basée également dans certains pays comme le Gabon, le Congo, etc. Donc, Hervé Bobda, c'est donc le fils de son père, quoi, qui s'occupe en ce moment de l'héritage qu'a laissé son papa. D'accord. Okay. Alors, ce monsieur fait l'objet d'un scandale et a été interpellé avant-hier. Alors, dites-nous, vous avez pris le temps de vérifier, d'aller à la source de l'information, de traiter ce dossier. Quels sont les chefs d'accusation exacts qui sont portés contre ce monsieur pour qu'on soit situé une bonne fois pour toutes? Est-ce en rapport avec les victimes, puisqu'il est accusé de viol? De quoi lui reproche-t-on exactement? Pour quelle raison a-t-il été interpellé? Bon, je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que les motifs pour lesquels il a été interpellé n'ont aucun lien avec les accusations de meurtre qu'on lui colle sur le dos depuis quelques semaines. Monsieur Hervé Bobda est suspecté de port illégal d'armes. Et on l'accuse également d'avoir reçu des honneurs militaires de 2 soldats de la garde présidentielle et de la direction de la sécurité présidentielle. Cette information, je ne l'avais pas parce que je pensais qu'il s'agissait de 2 soldats de la garde présidentielle. Je profite de votre antenne pour rectifier cela. Il s'agit
d'un soldat de la garde présidentielle et d'un autre de la sécurité présidentielle. Voilà jusqu'ici les seuls chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Et autre chose que j'aimerais souligner, j'ai suivi il y a quelques heures, c'est-à-dire que quand je préparais l'émission, Maître Guy-Olivier Motin, donc c'est l'un des avocats, un membre du collectif des avocats qui s'est constitué pour défendre les victimes d'Hervé Bobda. Il a souligné que jusqu'au 30 janvier, je crois, oui, jusqu'au 30 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, il n'avait reçu que 4 victimes présumées. Et maintenant, sur les 4 victimes, ils n'ont pu déposer au niveau du tribunal militaire de Douala qu'une seule plainte. Pourquoi? Avec plus de 1000 voilà, et la plainte en question, voilà, et la plainte en question n'a absolument rien à voir avec les histoires de viol, de séquestration, de menaces. Oui, il y a un motif, menace à l'arme à feu, l'usage illégal d'armes à feu, mais les raisons pour lesquelles il a été interpellé suite à un mandat d'amener émis par le tribunal militaire de Douala. Alors, cette arrestation n'est en aucun cas liée aux accusations de meurtre qui circulent depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est ce que les Camerounais devraient savoir de prime abord. Voilà. Bonsoir, Madame Lorzanga. Alors, il y a quelque chose quand même, nous sommes tous surpris quand même, hein, avec toutes ces victimes qui sont sorties de partout, qui ont attiré l'attention de M. Zumanto, qui ont témoigné dont le direct de M. Zumanto. Aucune des victimes, quand je dis aucun, hein, parce qu'il y a également des hommes qui sont là-dedans, aucune des victimes n'a porté plainte jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'aucune plainte n'a été enregistrée jusqu'à ce jour. C'est ce que vous voulez nous faire entendre? Aucune plainte venant des victimes des assauts à caractère sexuel d'Hervé Bobda n'a été déposée dans quelques commissariats, que ce soit dans quelques brigades de gendarmerie que ce soit. Je peux vous le garantir. Et vous parliez des victimes tout à l'heure. Lorsque l'affaire a éclaté sur les réseaux sociaux, bon, j'ai commencé par suivre tout cela à distance. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté celui qui est à l'origine de ce buzz-là, à savoir l'activiste Zuimanto, que je respecte beaucoup, hein, parce qu'on a eu à travailler ensemble, dans le cadre du dossier de la crise anglophone. Donc, on a vraiment abattu ensemble un travail d'investigation là-dessus. Bon, je contacte donc Zuimanto, d'abord par je crois, WhatsApp. Il ne me répond pas parce qu'il était question qu'il me mette en contact avec au moins une vingtaine de victimes, c'est-à-dire que des personnes qui l'auraient contacté. Bon, je n'ai toujours pas reçu de sa réponse. Je l'ai également contacté par Messenger. Jusque-là, aucune réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de scroller un peu les différents témoignages qui ont été postés sur sa page. Et je suis tombé sur un autre témoignage d'une jeune dame qui disait avoir été victime de cet Hervé Bobda. J'ai décidé d'entrer en contact avec elle. Je me suis présenté, je lui ai dit que voilà, écoutez, j'ai lu votre témoignage sur la page de l'activiste Zuimanto, j'aimerais qu'on ait un petit échange. Alors, elle a accepté le principe de l'échange, on s'est donné rendez-vous sur WhatsApp. Alors, j'ai donc mené l'interview avec elle, mais malheureusement, je suis resté sur ma faim parce que j'avais le sentiment que le récit n'était pas cohérent. Le récit n'était pas cohérent. Je vous prends juste un exemple. Dans la causerie qu'on a eue, et qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube, la jeune dame me dit que
Hervé Bobda l'avait appelé au téléphone, du moins l'avait donné rendez-vous au téléphone chez lui pour je sais pas moi, soit un anniversaire, soit bref, pour un festin à son domicile. Alors, elle s'y est donc rendue. Merci pour les cœurs. Merci. Voilà. Elle s'est donc rendue au domicile de Bobda, mais une fois au domicile de Bobda, elle se rend compte que partout au sein de la résidence, c'est le vide total. Le monsieur l'a invité jusque dans son salon et lui a dit, écoute, j'ai un cadeau pour toi, j'aimerais te l'offrir, mais il faut que tu viennes dans ma chambre. Ça, c'est ce qu'elle me raconte. Alors, la dame lui dit, ben écoute, il est mieux que tu ailles chercher le cadeau dans la chambre et tu viennes me le donner au salon. Bon, Bobda, selon son récit, aurait dit non, ben écoute, ce serait mieux que tu viennes dans ma chambre et là, ça va mieux passer. Alors, la jeune dame se dirige dans la chambre, selon ses dires, et puis Hervé Bobda se met à lui proférer des menaces. Que voilà, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Il a sorti l'arme, etc., etc. Et puis, la jeune dame qui avait 20 ans à l'époque, et Bobda en avait, nous étions, c'est-à-dire que les faits se sont déroulés en 2016, d'après son récit. Elle avait 20 ans à l'époque, tandis que Hervé Bobda, je crois, en avait, je crois, 35 ans. Elle dit qu'elle a déclenché la bagarre au sein de la chambre, c'est-à-dire dans la chambre avec Bobda. Et pendant la bagarre, elle lui a cogné le fer à repasser sur la tête et il est tombé. Et dans sa chute, il y a la clé de la chambre parce que quand ils sont entrés dans la chambre, Hervé Bobda, selon son récit, a pris le soin de fermer, de verrouiller la porte. Alors, quand il est tombé, la clé est sortie de la poche, elle a ramassé la clé, elle a ouvert la porte et elle est sortie en courant. Et dans sa course donc, elle dit qu'elle est sortie et que les gardiens étaient en train de fumer de la cigarette juste en face. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas vu s'enfuir. Ce récit m'a paru d'autant plus curieux que nous connaissons, parce que j'ai vu le mec, Hervé Bobda, un homme vraiment au physique de déménageur, musclé, baraqué. Je me suis dit, mais une jeune fille de 20 ans réussit à lui jeter le dos au sol et puis elle réussit à s'enfuir, le laissant complètement affalé au sol. Bah, ce récit m'a paru quand même assez bizarre. Et elle me dit que voilà, elle est sortie avec des vêtements déchiquetés, déchirés. Bon, je lui ai posé la question de savoir quel était le niveau de la déchirure, parce que si votre vêtement était déchiré, cela aurait attiré l'attention soit des passants, soit des personnes que vous avez rencontrées pendant que vous courriez. Bon, elle ne m'a pas donné une réponse satisfaisante. Bref, pour faire simple, le récit ne m'a pas paru authentique, il ne m'a pas paru cohérent, pour être sincère. Et je ne pense pas que si à cet âge-là, à 20 ans, et Bobda, 35 ans, elle aurait réussi à le bousculer de telle sorte qu'il ne puisse se relever, de telle sorte qu'il ne se lance à sa poursuite. Ce n'est, à mon avis, pas imaginable. Donc, la difficulté dans ce dossier, c'est que c'est-à-dire que quand l'affaire est lancée, c'est-à-dire que quand l'affaire se déclenche, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'entreprise visant à amener le grand nombre à admettre, à accepter que Hervé Bobda, c'est un prédateur sexuel. Tant que vous essayez de vous poser un certain nombre de questions, tant que vous avez une opinion contraire, vous êtes taxé
de soutien à un prédateur sexuel, vous êtes vilipendé, vous êtes insulté sur la toile. Et autre chose également qui est curieux dans cette affaire, c'est la toute première fois de ma vie. C'est-à-dire que de mon expérience, parce que j'ai fait de la chronique judiciaire au Cameroun, j'ai couvert les procès de l'opération Épervier, l'opération anticorruption au Cameroun. Bon, moi, j'ai fréquenté le tribunal criminel spécial quand j'étais au pays. Jamais je n'ai vu que des avocats venir supplier les plaignants de venir porter plainte. Ça, c'est de lui le dit. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Donc, ça fait partie des curiosités quand même de ce dossier qui amène à se poser mille et une questions sur la question de savoir s'il n'y a pas une manipulation dans l'air, c'est-à-dire autour de cette affaire, quoi. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, évidemment, au niveau des victimes, c'est pourquoi les victimes ne se prononcent pas. Pourquoi les victimes ne vont pas porter plainte? Il s'agit quand même de plus de 1000, je ne sais pas combien de victimes, nous sommes au 80e témoignage. Pourquoi ces victimes-là vont directement chez M. Zumonto et ne peuvent et voilà justement la curiosité. On a comme le sentiment que ces victimes choisissent les personnes chez qui témoigner. Et c'est ça qui est quand même assez curieux. J'ai été surpris d'entendre, par exemple, cette dame qui dit avoir été une femme enceinte, qui dit avoir été violée par Hervé Bobda. Dans son témoignage, à la fin, elle dit que toute ONG ou tout journaliste qui aimerait la contacter devrait absolument passer par l'activiste Zuimanto, qui se chargera de faire le tri des personnes pouvant la contacter. C'est là où j'ai estimé que c'était quand même assez singulier, c'était assez curieux. J'ai eu comme le sentiment que là, on nous embarque dans une grosse arnaque. Alors, moi, je pense que moi, je suis du même avis que vous, hein, parce que quand même, M. Zumonto est en train de défendre une cause noble. Ouais. C'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé distraire, qui est allé jusqu'au bout. La preuve, ça a payé parce qu'aujourd'hui, finalement, ce monsieur a été interpellé. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il va falloir faire extrêmement attention parce que ça n'a aucun sens que les victimes. Ce monsieur est dangereux, comme vous le dites. C'est quelqu'un, ce qui est sûr, c'est que j'ai reçu un certain nombre d'éléments qui attestent effectivement que c'est un homme violent. Oui, je le confirme, sans te couper, Michel, sans te couper, je le confirme que c'est un homme extrêmement violent envers les femmes. J'ai recueilli le témoignage, j'ai reçu le témoignage d'une jeune fille sur laquelle il aurait porté main devant un restaurant à Douala appelé Le Fouquet. C'est-à-dire que ce jour-là, il a essayé de compter fleurette à la jeune dame. Il lui a demandé son numéro de téléphone. Malheureusement, la dame a refusé de lui passer son numéro de téléphone. Alors, il s'est mis à... Parce que quand il a fini avec la dame, parce qu'il était dans le restaurant, et au restaurant, il est sorti. Il a compté fleurette à la jeune dame. Bon, la jeune dame lui a résisté. Il est sorti avec un de ses hommes de main pour l'attendre à l'extérieur. Et quand la jeune dame est sortie du restaurant, il s'est approché d'elle et il lui a une fois de plus demandé son numéro de téléphone. Elle a refusé. Et c'est alors qu'il lui a collé une baffe sur la joue et elle est tombée. Et des gens sont sortis pour venir secourir la dame et maîtriser le monsieur. Et il y a un responsable du restaurant qui est venu dire à Hervé Bobda que président, il ne faut pas vous souiller dans cette histoire, vraiment, il faut vous calmer, etc. etc. Ça, c'est la dame qui me raconte ça. Par contre, moi, j'ai estimé que ce témoignage-là, il était crédible parce qu'il était cohérent. Et j'ai posé la question à cette jeune dame, est-ce qu'il a sorti son âme pour te menacer? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non.
il n'a pas sorti son arme, il ne m'a pas menacé à l'aide d'une arme. Et cela m'a amené à me poser la question de savoir si les autres qui disaient avoir été menacés à l'arme disaient vraiment la vérité. Parce que là, on a un monsieur qui nous est présenté comme étant quelqu'un d'extrêmement violent, qui très sort son dangereux. arme à tout va pour soumettre toutes les jeunes filles qui racontent. Et là, sur la base du témoignage que j'ai reçu de cette fille-là, je me suis rendu compte que toutes ces accusations relatives aux menaces à l'arme n'étaient pas fondées, quoi. Mhm. Alors, moi, personnellement, j'ai fait un peu de droit, mais je ne suis pas arrivée jusqu'à la fin. À ce que je sache, et je pèse mes mots, et il y a des personnes ici qui sont, tout le monde nous suit, hein, il y a des personnes qui sont peut-être dans le cadre juridique, qui travaillent dans des tribunaux, etc. Vous êtes sans ignorer, et M. Bienton aussi pourra me contredire, vous êtes sans ignorer que sur le plan du droit, lorsque on accuse une personne, surtout une question aussi sensible comme le viol, il faut apporter des, je vais dire, des preuves matérielles. Mm. On ne peut pas, je vous dis en justice, on balaie du revers de la main les témoignages anonymes. Mm. Il faut déjà un témoignage à visage découvert, il faut que les victimes se présentent. Ça, c'est C'est de ça. un. Ensuite, il faut les preuves matérielles. Et pour ce faire, déjà même, j'ai même envie de dire que ce serait très difficile de pouvoir, pour les autorités, pour la justice, de pouvoir définir ce genre de situation. Sans preuve matérielle, sans preuve concrète, sans rien, je suis désolée, sans preuve concrète, je ne pense pas que ce monsieur peut être inculpé comme ça. Effectivement, c'est ce que disent les avocats des victimes. D'accord. J'ai suivi sur RFI, par exemple, le maître Olivier Moteng dire que Absolument. les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal, que Ce ne sont pas les tribunaux. tous ces témoignages anonymes-là, tant qu'elles restent sur les réseaux sociaux, cela relève de la calomnie. C'est ce que De la maître diffamation, parce qu'il y a l'avocat, des visages, voilà, il y a des influenceurs, les noms des influenceurs qui ont été cités, voilà. il y a des influenceurs qui ont été affichés. Certains ont apporté un démenti, mais c'est très grave. Mhm. C'est très grave Et on, parce que et on a parlé de contamination au VIH. La difficulté dans cette histoire, c'est que ces témoignages ne sont pas assortis d'éléments de preuve. Je m'attendais par exemple à ce que l'on nous produise des tests sérologiques qui affichent positifs, des certificats médicaux, des plaintes qui ont été déposées soit dans un commissariat, soit dans des gendarmeries, et portant la mention courrier arrivé. Parce que la plainte, au moins, c'est plus crédible que ces témoignages que l'on balance comme ça à tout va à travers les réseaux sociaux. Bon, je m'attendais à un truc de ce genre. Par contre, la partie adverse, la partie incriminée, apporter ça, j'estime qu'à ce stade-ci, elle s'est plutôt très bien défendue. Il y a eu des plaintes qui ont été oui. déposées devant les tribunaux. Il y a eu des sommations par voie d'huissier. Il y a eu des tests sérologiques affichant négatifs qui ont été produits. Moi, je pense plutôt que la partie adverse n'a fait que se défendre et de la plus belle des manières. Et je me rappelle de ce jeune homme, le petit Miguel, qui a été accusé par l'un des témoins, par l'une des victimes présumées, d'avoir livré un jeune homme à Hervé Bobda. Vous avez suivi sa vidéo où il disait que voilà, il met au défi les autorités judiciaires de retracer le listing de ses communications, c'est-à-dire que de contacter l'opérateur de téléphonie mobile dont il connaît, d'aller, c'est-à-dire qu'il a mis au défi les autorités judiciaires de se rendre auprès de cet opérateur de téléphonie mobile et de retracer tout le listing de ses communications. Si un seul jour, si une seule fois il a eu le moindre contact avec Hervé Bobda, j'ai vraiment apprécié sa ligne de défense. Bien sûr. Donc,
du côté des incriminés, c'est du côté des personnes accusées que, curieusement, on a eu, on va dire, des éléments de preuve. On a eu une ligne de défense assez remarquable, contrairement aux victimes qui sont demeurées anonymes jusqu'au bout, jusqu'à présent, que Hervé Bobda est désormais hors d'état de nuire, si je puis ainsi l'exprimer. C'est le moment où jamais, c'est le moment où jamais j'exhorte, franchement, parce que ça laisse à entendre, ça nous emmène à nous poser des questions. Disons, c'est là que où sont les véritables victimes? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vraies victimes qui sont là, mais qui ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont totalement noyés entre les faux témoignages et des fausses preuves. C'est pas possible. Moi, je le dis et je le maintiens. S'il y a 100 témoignages, parmi ces témoignages anonymes, s'il y en a 100, 95 sont faux. Je le dis et je l'assume. Les 5 autres qui sont vrais, ce sont ces jeunes filles-là à qui Hervé Bobda a fait la cour. Et que, voilà, peut-être que la fille n'a pas cédé à ses avances et puis s'est mis à proférer soit des injures, soit des menaces, ou alors il a porté main. C'est ce type de témoignage-là qui est vrai. Mais pour le reste, quand, par exemple, cette fille que j'ai suivie au cours d'un direct, je crois, chez la baronne de Suisse, elle vous dit que voilà, il m'a invité au restaurant, nous y sommes rendus, il était, je crois, 19h30. Après, j'ai commandé un jus. On est venu avec le jus. Quand j'ai bu le jus, voilà, j'ai ressenti comme si j'avais sommeil et le lendemain matin, je me suis retrouvé dans sa chambre. Voilà, j'avais la partie anale qui perforait, des trucs comme ça. Donc, j'ai estimé qu'il y avait problème quelque part, puisque s'il fallait qu'elle soit, je ne sais pas moi, droguée, ce serait au domicile d'Hervé Bobda. Ce n'est pas au restaurant qui est un lieu public. Je me suis posé la question de savoir comment Hervé Bobda a réussi l'exploit à mettre le somnifère dans le jus de cette fille-là, à la transporter au vu envoyez-moi sur une des invitation, clients qui envoyez-moi une dépassaient invitation, je vais vous pour la accepter. mettre dans la voiture. Excusez-moi, oui. C'est quand même assez curieux. Il y a également cette dame qui dit que une femme enceinte qui dit qu'elle a été violée par Hervé Bobda et tout. Après, elle dit qu'après le viol, il y a du liquide qui s'est... Il y a un terme là qu'on utilise. Il y a du liquide qui sortait de son vagin. Et à la vue de cela, Hervé Bobda a donc décidé de la porter et de la jeter dehors. Et par la suite, la dame dit qu'elle a directement foncé vers le premier taxi qui passait par là. Je ne vois pas votre invitation, Madame Diamant Brut. Je ne vois pas votre invitation. Votre caméra est fermée. Excusez-moi, monsieur Bienton. D'accord. Elle a donc pris le premier taxi pour se rendre au casse de Nkondongo, que je connais parfaitement parce que c'est la zone, j'ai habité dans cette zone-là quand j'étais au pays. Bon, ce récit également m'a paru assez curieux. Je me suis posé la question de savoir, Hervé Bobda vous a pris dans cette résidence au niveau du quartier Ngousso. Il vous a pris, il vous a jeté dehors. Donc, vous voulez dire que personne ne vous a vu. Bonsoir. Il n'y avait pas de passants, il n'y avait personne pour vous voir et puis pour vous venir à votre secours et pour vous poser la question de savoir ce qui s'est exactement passé, ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas porté plainte, soit à la police, soit à la gendarmerie, alors que vous venez de subir une agression sexuelle. Bon, avant d'intervenir, on va laisser M. Bienton terminer son propos. Non, j'ai terminé pour cet aspect. Monsieur Bienton, on va marquer une pause avec vous, le temps de vous permettre de souffler avant que de continuer. Je voudrais vous dire que vous êtes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et nous sommes là pour débattre ce soir de l'affaire Bobda. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, comme j'ai pris le monsieur, vous pouvez envoyer votre demande d'amis et je vous prendrai.
Autre chose, allais-je dire, j'exhorte toutes les victimes, parce que ce monsieur est déjà arrêté. Ce monsieur est entre les mains des autorités. Si vraiment vous êtes une victime et que vous avez des preuves matérielles, des preuves concrètes que ce monsieur a porté atteinte à votre vie privée ou à votre intimité ou à votre honneur ou à porter atteinte à votre physique, portez plainte. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez déjà un avocat qui s'est constitué pour la défense. Allez-y déposer vos plaintes. Ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, vous serez protégé. Il n'y a plus rien à craindre. Mais en même temps, j'invite également le lanceur d'alerte, notre frère M. Zumanto, à faire preuve de vigilance. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent emmener des faux témoignages. Et ça peut décrédibiliser votre combat. Vous faites un combat noble. Et je tiens à vous féliciter personnellement et solennellement devant tous les internautes. Mais seulement, prenez certaines informations, certains témoignages avec beaucoup plus de pincettes. Parce que beaucoup vont profiter de venir dire tout et n'importe quoi, soit dans le cadre d'un règlement de compte, soit tout simplement pour jouer aux intéressants. Alors, Monsieur Zumento, je vous le dis respectueusement, félicitations encore pour tout le travail que vous abattez, mais faites preuve de sagesse et de discernement pour la suite. Oui, à vous la parole, monsieur. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Juste pour donner un point de vue, le monsieur qui parlait tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'il a dit, il n'a jamais vu où les avocats supplient les victimes. Bon, c'est ce point que je voulais intervenir parce que moi, je vis aux États-Unis, ça fait 20 ans. On a suivi l'affaire R. Kelly et il a fallu une seule femme après le nombre d'années, vous tous connaissez R. Kelly, mais il a fallu juste une seule femme de soulever une histoire et après, on connaît le reste. C'est pas une femme que tout a basculé, mais nous savons qui est R. Kelly. Et derrière cette femme, ici aux États-Unis, les avocats se sont alignés. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne montrent pas leur visage, il y a des gens qui ne veulent même pas, jusqu'à présent, cette affaire continue. Et R. Kelly n'est pas le seul, il y a ce qu'on appelle P. Diddy, qui aussi, qui commence un autre dossier pareil. Il y a tellement de victimes. Je ne pense pas que les gens attendent 20 ans, 30 ans pour, je sais pas, pour arnaquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Oui, il y a des gens peut-être qui saisissent des opportunités, mais ce sont des histoires, quand vous écoutez bien, vous suivez ce genre de personnes, il y a quelque chose qui déclenche. Je pense pas que... Il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, aux États-Unis, il faut une seule personne. On ne demande pas 100. Il faut une seule personne pour qu'un avocat dans un État au fin fond des États-Unis se lève. Il faut faire attention en disant les avocats ne supplient pas. Moi, ça fait 25 ans aux États-Unis. Donc, on suit ce genre de choses. Et R. Kelly, P. Diddy ou Hervé, ce ne sont pas les premiers. Ça existe. Donc, les victimes, certes, il y a des gens qui vont saisir des opportunités pour dire n'importe quoi. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose qui est vrai. On voit des vidéos où il tabasse son frère, un truc comme ça. La violence amène beaucoup de choses après. Donc, est-ce que... moi, je veux juste faire attention avec certains propos. Personne... les gens, nous tous, on a suivi le live de Zumanto, on a tous suivi. On peut détecter ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Exactement. C'est ce que je veux un peu faire allusion. On est à l'extérieur, on est éduqué, on sait, on peut détecter, on sait quand quelqu'un appelle, quand cette personne dit quelque chose qui est logique, quand quelque chose est vrai. Et quand c'est du n'importe quoi, bon, on suit aussi et puis on avance. Mais ces histoires commencent parce que vraiment quelqu'un en a marre. Quelqu'un a eu... Exactement, il y a des raisons de culture, oui. Donc, est-ce que on a parlé... Aujourd'hui, on parle de problèmes de famille, quoi que ce soit. On va y arriver.
On va y arriver, effectivement. Monsieur, j'ai reçu, comme je vous le disais, je suis tenu par le secret professionnel, mais j'ai reçu effectivement des documents des personnes qui se sont rapprochées de moi pour me faire savoir que c'est aussi en rapport, ça relève d'ordre d'héritage. Voilà. Il y a un problème d'héritage et je pense que M. Diamton est allé à la source, Diamton, autant pour moi, est allé à la source de l'information et il peut nous en dire plus. Sauf si vous voulez vous déconnecter, mais si vous voulez, vous pouvez revenir ou si vous voulez, vous pouvez rester là et essayer d'écouter le propos de M. Diamton. Il n'y a pas de souci. Terminer votre intervention, vous me dites. Ouais, c'est bon pour moi. D'accord. Ouais, merci. Merci. Et si vous voulez, vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème. Pas tout le temps. Ok, à tout à l'heure. Oui, avant que d'en arriver à ta question, j'aimerais d'abord revenir sur ce que vient de dire le monsieur. Oui. Ailleurs, dans des pays comme les pays où nous vivons, hein, les victimes sont là, on les connaît, mais on les protège juste. Or, nous sommes dans un dossier où on appelle les victimes à porter plainte. Parce que c'est ça, justement. Dans les cas de viol et tout, il y a des victimes qui sont là, il y a des plaintes, mais on protège les plaignants. C'est pas la même chose. Il faut qu'on soit clair. Voilà, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Mon discours est le suivant. Monsieur Bogdan n'est pas saint. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans un réseau et il est dans des pratiques qui ne sont pas peut-être honorables. Mais par contre, si c'est un monsieur qui a fait autant de mal, évidemment qu'il a le droit, on a le droit de l'arrêter. C'est ça. Les victimes ont le droit de sortir pour se plaindre. Mais ce que nous demandons, c'est de ne pas profiter d'une situation pour en rajouter ou raconter n'importe quoi. Parce que les explications faites comme ce monsieur, il y a des témoignages quand même qui nous emmènent à prendre du recul, où on sent vraiment que c'est un mensonge. Mais il y a d'autres témoignages, comme le disait M. Pienton, il y a des témoignages qui attestent effectivement que c'est le monsieur qui a posé cet acte. On ne dit pas que le monsieur est sain, on ne protège pas le prédateur. Je l'ai dit, il est violent envers les femmes. Ça, je peux le confirmer. Moi, j'ai reçu des témoignages dans ce sens. Pas pour rien, j'ai les preuves qui attestent que ce monsieur, effectivement, aurait posé des actes de violence certaines fois. Il y a eu des actes de violence. C'est un monsieur violent qui est très impulsif. Ça, j'ai les preuves. Il est également grossier envers les femmes qui lui résistent. Et il est grossier envers les femmes. C'est quelqu'un qui a un faible pour les femmes. Voilà. Attention. Donc, moi, je vous avais dit, le jour où je place ma caméra, je dis des choses pour lesquelles je peux répondre. Mais par contre, il va falloir faire attention parce que ce problème est en train, il y a plusieurs tentacules. Il y a de la récupération politique, on va y arriver. Il y a la famille qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de choses. C'est un monsieur aussi qui est combattu. Nous faisons des analyses de manière objective. Mais par contre, moi, je l'ai dit, ma caméra est allumée, ma tribune attend les témoignages, les preuves tangibles de tous les actes que ce monsieur a posés. On ne couvre rien. Ce monsieur doit répondre devant la justice si et seulement les preuves sont avérées. Mais s'il n'y a pas de preuves et que nous partons sur le fait des témoignages anonymes, même devant la justice, ça ne pourra pas tenir la route. Parce que vous savez, les réseaux sociaux en sont une chose, mais devant la justice, dans la vie réelle, c'est autre chose. La justice ne passe pas de midi à 14 heures. Vous avez des preuves matérielles, des preuves concrètes. Le monsieur est jugé. Qu'est-ce qu'on va... Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un présumé prédateur sexuel? Ce n'est pas possible. Personne ne peut l'accepter. Nous avons des enfants. Moi, j'ai des filles. Alors, je ne peux pas l'encourager. Mais nous demandons, ce monsieur a un bénéfice du doute. Ce monsieur, ça peut être une présomption d'innocence. Ce monsieur, rien, ce n'est pas parce qu'il est arrêté. Attention, que ça veut dire qu'il ne peut pas se défendre. Il a été interpellé. Ce n'est pas parce qu'il a été interpellé que ça veut dire que tout ce qui lui est
tous les faits qui lui sont reprochés sont forcément avérés. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a la défense, sa défense est là, ses avocats sont là aussi pour se constituer en défense. Ouais. Et à la partie civile. Donc, attention. Alors, M. Bienton. Oui, oui, avant d'en arriver à la famille, à l'héritage et tout, j'aimerais revenir sur cet autre témoignage qui m'a bouleversé complètement. Alors, c'est l'histoire de ce jeune homme de 20 ans, dont la sœur, en fait, c'est la sœur qui raconte que son petit frère, je crois, de 20 ans, a été... Vous avez tout dit. Oui, on attend la justice s'il y a pas de plaignant. Oui. Bon, donc le petit frère de 20 ans a été abusé sexuellement par Bobda dans son véhicule et tout. Bon, moi, ce qui m'a étonné, c'est que premièrement, la jeune dame raconte que ses deux petites sœurs jumelles, âgées de 18 ans, ont été raflées par la police, c'est-à-dire que des policiers en service au commissariat de Msamundongo. Bon, Msamundongo, pour ceux qui ne sont pas camerounais et qui ne connaissent pas Yaoundé, c'est un quartier de Yaoundé qui est situé dans le 4e arrondissement de Yaoundé, donc sur la route de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Alors, elles ont été raflées, comme on dit, par des policiers. Et maintenant, les policiers ont donné la possibilité à ces jeunes filles d'appeler leur maman à la maison. La maman arrive avec le petit frère de la fille qui raconte, mais sauf que c'est arrivé au commissariat que la maman demande au petit frère d'aller chercher les cartes nationales d'identité des deux petites, ce qui m'a paru assez dingue, quoi. Donc, ça veut dire que la maman et le petit sont partis de la maison sans les cartes d'identité, mais c'est une fois au commissariat que la maman demande au jeune homme d'aller chercher les cartes d'identité à la maison. Et c'est sur le chemin donc, de la maison que le jeune homme a croisé le chemin d'Hervé Bobda qui lui a fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela m'a paru... C'est-à-dire que c'est complètement tiré par les cheveux. Et en plus de ce, et plus loin dans le récit, la jeune dame dit que le jeune homme, après tout ce qu'il a subi, il était tellement déprimé, il avait de la peine à marcher et tout. Après, on l'a amené, non pas à l'hôpital, mais chez je crois un praticien ou un marabout. Et c'est le marabout qui leur a dit que le jeune homme a été violé et que s'il allait à l'hôpital, il allait mourir. Qui du praticien ou du médecin est à même de déterminer si quelqu'un a été violé ou pas? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour apporter le sens, on a l'histoire. Oui, l'histoire, par exemple, qui est en rapport avec Nathalie Koa. Moi, quand j'écoute cette histoire, excusez-moi, pour les gens qui ont lu le livre de Nathalie Koa, c'est de la répétition. Vous sentez que la dame s'est inspirée de son histoire. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Comme et après, vous avez pu le remarquer, je n'ai pas revenu là-dessus parce que mais excusez-moi, qui ignore que Nathalie Koa a eu un passé, mais elle ne s'est pas cachée. Elle ne se cache pas. Elle a écrit un livre là-dessus où elle a reconnu son passé. Et ce livre a même été interdit d'être vendu en France. Donc tout le monde connaît qu'elle a un passé. Mais pourquoi ramener ce passé? Pourquoi il faut ramener? Cette dame a déjà une vie et on emmène à ce que son passé refasse surface. Pourquoi? Elle a déjà une vie et des enfants. Donc, c'est aussi une preuve manifeste, une volonté manifeste de vouloir faire du mal à ces influenceurs-là. Qui ne sait pas que pourquoi Emilia a eu aussi un passé assez douteux, qui ne sait pas que ces filles-là se sont battues. Tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, ces filles ont rangé leur vie. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on laisse ces dames-là tranquilles. Pourquoi faire une fixation sur des personnes physiques alors qu'il s'agit d'une dénonciation d'un présumé prédateur qui est en train de faire des ravages? Ou le problème des influenceurs là-dedans? Nathalie Koa, aujourd'hui, est dans le combat. Elle est en train d'essayer de protéger ses jeunes sœurs. Et elle est en train de restaurer sa vie. Je suis désolée. Alors moi, autant je crois que c'est aussi ça le mérite de ce débat autour de l'affaire Bobda. Cela permet de sensibiliser nos jeunes sœurs en leur apprenant
l'esprit, en leur apprenant de la culture du travail et de l'effort Oui. pour gagner sa vie de façon honnête, et que la beauté artificielle et puis ces signes extérieurs de richesse que l'on affiche sur les réseaux sociaux pour dire voilà, on est influenceuse et puis on a beaucoup de biens, on a beaucoup d'argent, on a de très belles maisons, sans qu'on ne sache la véritable provenance de ces signes extérieurs de richesse, que cette vie-là n'est pas la meilleure. On peut gagner sa Madame vie. envoyez-moi une demande d'amis. Céline, envoyez-moi la demande d'amis que je vous prenne. Effectivement, oui, il on est peut du devoir gagner aussi des honnêtement parents. sa vie quand on est une Voilà. femme, en étant, Voilà. en Les étant parents. policière, médecin, Oui. avocat, journaliste, etc. Donc, ces enfants-là, excusez-moi, monsieur Bientôt, avant d'aborder le prochain thème, ces enfants-là, ces personnes, la plupart des victimes, oui, il y en a qui étaient des mineurs, mais la plupart étaient consentants. À partir du moment où tu veux gagner la vie, à partir du moment où tu acceptes de te rendre quelque part et qu'on te propose de l'argent et que tu acceptes, c'est que tu veux de la vie facile, c'est que ces personnes sont consentantes. Je suis désolée. Ce sont ces victimes aussi qui ont encouragé, qui ont fabriqué le prédateur. c'est ça. Oui, ce sont eux qui encouragent ce genre de choses. Vous pensez que si les parents aussi ont un rôle à jouer, les parents doivent inculquer les valeurs à leurs enfants. Les parents ne doivent pas montrer aux enfants que la vie est facile. Les enfants qui aiment la vie facile, il faut les éduquer. Oui. Il faut les éduquer. La vie facile, c'est la précarité. Parce qu'un enfant de bonne famille ne peut pas tomber dans ce genre de piège. Un enfant de bonne famille ne peut pas tomber dans ce genre de piège, mais c'est la précarité. Ce sont les longs yeux, les jeunes d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, nos jeunes sœurs d'aujourd'hui aiment la vie facile. Et c'est la vie facile qui entraîne ces derniers à tomber dans ce genre de piège. Et aussi, un autre facteur qui rentre en jeu, c'est la précarité, c'est peut-être la pauvreté. Il y en a quand même, peut-être, qui n'ont pas d'autre choix, peut-être qui cherchent à nourrir leur famille et tout. On ne peut pas leur jeter la pierre, mais on a remarqué quand même qu'aujourd'hui, il y a une dépravation des mœurs qui ne dit pas son nom. Les jeunes sœurs d'aujourd'hui n'ont plus peur de la vie. Vous voyez une jeune fille qui sort avec un vieux, par exemple, de 40, 50, 70 ans, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, à notre époque, nous, par exemple, moi personnellement, c'était l'école. Et l'école, ouais. Quels étaient ses parents à notre époque? C'était la parents y veillaient scrupuleusement. Accepter que vous allez prendre l'argent, même prendre un 100 francs de quelqu'un, demander de l'argent, mais c'était grave. Donc, bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les parents aussi ont un rôle primordial à jouer. Inculquer les valeurs, inculquer une éducation à leurs enfants. Apprendre aux enfants à ne pas chercher la vie facile. D'autres me diront, ah non, mais la plupart, est-ce que les parents étaient au courant de ce qu'ils font et tout? Oui, je suis d'accord qu'il y a des parents qui n'étaient pas au courant de certaines pratiques, mais quand même, quand un enfant vous apporte une somme exorbitante de l'argent, l'enfant ne travaille nulle part. Un enfant qui vous apporte 200 000, 300 000, alors que cet enfant ne travaille nulle part et vous dites que vous ne posez pas de questions sur savoir d'où ça vient et tout. Voilà. Il faut savoir l'origine de l'argent. Mais il y a des parents qui mangent l'argent, ils mangent jusqu'à ce que le pire arrive à leur enfant, et c'est après qu'ils se rendent compte que l'enfant était dans un réseau bizarre. Donc, nous devons encadrer nos enfants, nous sommes en partie responsables de ce qui peut arriver aux enfants. Ouais. Alors, oui, M. Pogba aujourd'hui est hors d'état de nuire, mais quelque part, il y a aussi, reconnaissons aussi qu'il y a des jeunes sœurs, des enfants qui n'ont plus peur de rien. C'est ça. Et qui cherchent la vie facile. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à se lever, à aller travailler. Voilà autant de facteurs. Alors, M. Biemton, on va avancer. Vous pouvez m'envoyer la demande d'amis et je vais vous prendre. Alors, M. Biemton, il s'avère que derrière cette affaire, d'après certaines indiscrétions des personnes qui m'ont écrit et tout, il s'avère qu'il y a aussi la main noire de la famille. La famille qui en veut énormément à M. Pobda, autant pour moi, et qu'il y a un problème d'héritage dans cette affaire. Il y a une volonté manifeste de détruire ce tombe. Est-ce que vous avez une information de ce genre? Vous avez une information de ce genre et vous avez essayé de creuser? Oui, effectivement, vous avez
vu tout comme moi le communiqué de la famille qui a été publié, je crois, hier, c'est-à-dire qu'au soir de son, je crois que c'était la veille, hein, la veille de son arrestation, la famille a demandé à la justice, a invité la justice de faire son travail et qu'il ne revenait pas aux réseaux sociaux de se substituer à la justice. Donc, c'était quelque chose de ce genre. Effectivement, j'ai reçu des informations relatives au conflit autour des biens légués par Emmanuel Lobobda, qui est décédé, et je le répète, en 2020. Donc, il y a un conflit, donc, c'est-à-dire que le gros de la famille reproche à Hervé Bobda, qui est l'héritier, de s'accaparer de tous les biens, de, comme on dit vulgairement au Cameroun, de manger seul, quoi. Et cela agace terriblement les autres membres de la famille qui ont donc décidé d'obtenir sa tête. Et cela amène à dire à ceux qui nous écoutent que l'affaire Hervé Bobda n'est pas du tout, mais alors pas du tout, une affaire de mœurs. Ce n'est pas une affaire de mœurs. On dirige l'opinion vers une affaire de mœurs, alors que l'enjeu véritable de cette affaire se trouve ailleurs. Je vous ai dit en début de cette émission que les chefs d'accusation pour lesquels Hervé Bobda a été arrêté n'ont rien à voir avec ces histoires de viol, de séquestration, de menaces. Ça n'a absolument rien à voir. On reproche à Hervé Bobda d'avoir de port illégal d'armes à feu et d'avoir reçu les honneurs militaires de 2 soldats de la garde présidentielle, de la sécurité présidentielle. En fait, le problème, il est simple. En ce moment où l'affaire Bobda éclate, nous sommes dans un contexte où les luttes de clans font rage au sommet de l'État du Cameroun. Et vous savez qu'au Cameroun, les hommes d'affaires, notamment ceux originaires de l'Ouest, jouent un rôle très important dans le landerneau politique camerounais parce que ce sont ces hommes d'affaires qui apportent un appui financier assez conséquent au parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il y a autre chose également qu'il faut souligner, c'est que derrière chaque empire financier au Cameroun, derrière chaque entreprise appartenant à un homme d'affaires au Cameroun, se cache toujours un homme, c'est-à-dire qu'un membre du cercle restreint du régime de Biya, toujours. Alors, c'est ainsi donc que quelques membres de la famille Bobda, pour décider d'en découdre, c'est-à-dire que pour en découdre avec Hervé Bobda, qui devient de plus en plus encombrant au regard des mondanités, toujours dans des boîtes de nuit, en train de siroter le champagne, c'est-à-dire que le jet-setter, etc. Il décide donc de passer à l'offensive et selon une source qui m'a contacté, l'un des membres de la famille aurait contacté le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui est tout puissant au Cameroun, afin de régler le problème. Allô? Bonjour. Oui, bonsoir, madame. Afin de régler le problème. Bonjour. De votre côté, madame. Essayez de vous élever un peu. J'essaie de... J'ai pas suivi. Je disais, essayez de changer un peu de position parce qu'il y a trop de bruit de votre côté. Essayez de vous éloigner un peu, s'il vous plaît. D'accord. Et toi? Effectivement, monsieur, bientôt, nous allons aborder aussi cet aspect politique, hein, parce que, voilà, comme je disais, ce problème a plusieurs tentacules. Oui, voilà, il y a plusieurs tentacules, il y a plusieurs... voilà. Donc, je vais vous laisser souffler un peu, je vais donner la parole à la dame. Bonjour, madame. Oui, bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, madame. Moi, je voulais apporter mon point de vue par rapport à l'affaire Bobda parce que... Il n'y a pas de problème, madame. Oui, c'est d'abord par rapport au direct de Nzumanto. Je sais que
les Camerounais sont trop émotifs. Donc, quand ils comprennent un problème, ils ne font pas des analyses. Nous ne sommes plus des enfants. Nous avons des enfants et tout le monde protège ses enfants et protège soi-même et son environnement, tu vois. Ce n'est pas parce que les gens vont venir dans un direct, apprendre les paroles, faire les témoignages. Il n'y a pas un seul témoignage qui a été cohérent là-bas pour moi. Moi, j'ai passé toute la journée là-bas. J'ai mis un commentaire, il m'a bloqué. Parce que je lui ai dit que, mais attends, l'appel Samy était ici. C'était la même chose. Tu as sorti des vidéos, c'est ce que j'ai écrit, tu as sorti des vidéos pour prouver ici que Samy est mort par son... Samy a été mort comme ça, là, qui n'a pas eu un problème. Tu as montré des fake vidéos, comme on montre à un enfant, le coup elle mentait, il va comprendre que c'est un montage. Tu as dédouané Karimo. Aujourd'hui, comment tu veux nous faire croire que tout ce que tu es en train de me parler est vrai? Après, les gens viennent témoigner. Dès qu'il a vu ça, il m'a bloqué. Je ne pouvais plus écrire. Les gens viennent témoigner. Toutes ces femmes qui ont témoigné, il n'y a rien qui est cohérent là-dedans. Parce que je connais à Douala, au Cameroun, on ne peut pas venir t'enlever dans un bar. Sauf que les gars qui braisent les poissons, les soya à côté, les clients ne disent pas que tu pars avec elle. Et il n'y a même pas une fille camerounaise, même pas seulement une africaine, que tu la prends, elle ne s'enroule pas par terre, elle pleure. Parce qu'elle ne sait pas où elle part. Donc ce n'est pas cohérent. Nous avons fait les enquêtes. Moi, j'ai appelé même les gens à Douala. J'ai cherché le numéro des gens qui sont proches à Raymond Tchengang, à Raymond Tchengang et aussi et le numéro de Raymond Tchengang. Jusqu'à les gens m'ont demandé que, mais pourquoi tu t'intéresses à ce problème? Je dis que non, c'est un problème qui est très sensible parce qu'il y a les enfants qui sont violés et il y a aussi la vie de quelqu'un qui est mis en danger. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc, il faut quand même qu'on ait quand même les pistes. Tous ces gens de droit, on dit que, mais toi aussi, c'est un problème d'héritage. Il a les problèmes avec sa grande soeur, ses petites soeurs, et depuis des années que son père est mort, et on ne veut pas. Donc, ils veulent, le père a mis tout sur son nom, donc du coup, c'est lui qui gère tout. Apparemment, il gère mal, il est dans les boîtes de nuit, ici, il se gonfle, il fait tout ça. Du coup, les autres sont lésés. Ils ont organisé, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire ce montage-là. Venez m'insulter. Venez m'insulter, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis d'accord qu'on arrête bloqué. Ici, tout le monde a la liberté de parler, on n'insulte pas les gens ici. Voilà. Si vous voulez insulter moi, mais ce que je vous dis là, vous allez avoir, vous allez comprendre que j'ai raison d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, parce que tant que les témoins ne viennent pas, on vous a donné les avocats commis d'office. Vous avez les avocats Prodeo à Douala et à Yaoundé. Le même témoignage que vous avez fait chez Zumanto, nous on vous entend là-bas chez les avocats. Et si vous ne venez pas, sachez que on ne détruit pas la vie d'un enfant pour rien. L'enfant là, si son père l'a mis sur ce, c'est parce qu'il a bien réfléchi. Si on vous a payé que combien, parce qu'on dit qu'on a payé ces gens-là, mais attends, une durée de 45 000 vues, il n'y avait même pas les commentaires. Tu sens que les vues ont été de 50 000, les vues ont été achetées à presque 7 000 euros. Pour tuer quelqu'un. On ne peut pas accepter ça. Mais moi, j'attends seulement les plaignants. Hein. Si on achète des vues, il faut regarder par rapport. Regarde, elle a 47 personnes là. Le nombre de personnes qui écrivent là, nous on est des vraies personnes, on écrit. Mais chez Zuman, on va voir combien de commentaires. Pour 50 000 personnes, combien de commentaires, combien de likes pour 50 000 personnes. Tu vas comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vraiment dans un direct de 50 000 vues, normalement, minimum, il faut qu'au moins 5 000 personnes soient en train d'écrire. Donc, on ne peut plus lire les commentaires. Ça va faire comme ça, là. Mais il n'y avait pas ça. Tu pouvais bien lire et descendre et lire même les gens. Tu vois. Donc, qu'ils sachent que même si on les donne n'importe combien pour tuer quelqu'un, si l'enfant là est innocent, il va sortir. Et mais s'il sort, c'est un homme brutal, ça se voit. Que c'est un humain là. Qui savent que non seulement ils ont des problèmes avec le gouvernement, ils vont finir de régler, ils vont régler aussi avec ce genre de personnes. Parce qu'on ne peut pas, pourquoi depuis jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un avocat qui dit qu'il a un client qui est venu. Ça fait 2 jours déjà qu'on a arrêté Bobda, ou un jour. Personne n'est venu dire que c'est moi qui a parlé chez Zumanto comme ça là. Je me plains parce que j'ai perdu ma dignité féminine et tout. Personne. Zumanto, où sont tes plaignantes maintenant? Moi, je ne vais pas mâcher la bouche. Où sont les gens qui ont parlé dans ton direct? On les attend chez les avocats. Parce que comme tu vois l'homme camerounais, ma soeur, l'homme camerounais peut tuer même sa mère pour l'argent.
même son père pour l'argent. Et c'est ça que l'enfant est en train de mourir. Oui, il a l'âme, il menace les gens avec. Il va répondre. Il a violé les hommes, violé les garçons, violé les ceci. Les garçons, là, venez vous plaindre. Venez vous plaindre. Ce problème, c'est un problème très délicat. Vous traumatisez l'enfant de quelqu'un parce qu'on vous donne l'argent. On vous paye de venir témoigner. Sachez que lui-même, il a de l'argent pour payer ses avocats. Dans le monde entier, même les criminels qui ont tué comme ça, là, le corps est là, on leur donne le droit d'avoir les avocats. Lui-même aurait sa part aussi, son cabinet d'avocats là-bas. Celui qui viendrait avec un faux témoignage, qui ne serait pas cohérent, sachez qu'il risque des peines de prison. Faites ça sur Internet comme vous êtes en train de faire là. Celui qui va se pointer avec un faux témoignage, il va croiser les avocats devant lui et il va donner toutes les preuves qu'il a été séquestré ou violenté. Vous êtes là-bas au Cameroun, on vous dit d'aller à l'école, vous n'allez pas à l'école. À 10 ans, 15 ans, vous connaissez déjà les garçons. On vous propose l'argent pour aller faire l'amour. Vous partez de vos grés parce que vos parents vous envoient. C'est vos parents qui vous envoient. Maintenant, quand il y a un problème, vous venez, on vous paye un peu d'argent. Comme on sait que vous êtes assoiffé, vous venez mentir sur les gens. Si vous voulez insulter moi, la vérité est que, Bomdala, s'il a fait quelque chose, s'il y a les preuves, qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'il aille en prison. Mais s'il n'a pas les preuves, Nzumanto, tu vas être décrédibilisé sur Facebook parce que moi, je suis une mère. J'ai aussi les enfants. Je ne veux pas qu'on viole ma fille, mais je ne veux pas aussi qu'on enferme mon fils injustement parce que je lui ai donné ce qui m'appartient. Si les autres enfants étaient bien, avec des bons comportements, le père devait partager à eux tous. On ne sait pas pourquoi le père a fait ça. Vous venez vous mettez des problèmes familiaux. Beaucoup de gens que tu vas appeler au Cameroun, même si demain là, je peux te donner les numéros, tu appelles. Ils vont te dire que les problèmes familiaux, non, on ne veut pas nous se mêler. Ce qui est sûr est que, comme le journaliste a dit là, ils ont dit qu'il n'y a aucune plainte contre lui. Et quand même la gendarmerie, on est venu l'arrêter comme ça. C'est mal le problème de l'arme qu'il a là, qu'on lui demande où est son autorisation. Exactement, le permis d'armes. On demande son permis d'armes. Mais vraiment, vous, Camerounais, là, vous voulez insulter moi. Vous allez venir peut-être signaler ma page. Vous venez, là où il y a la vie, c'est un problème que ce garçon peut même se suicider là-bas. Il peut même mourir. Mon administrateur veille sur ça. Vous êtes libre de vous exprimer. Vous êtes Camerounaise, vous êtes compatriote camerounaise, et vous êtes blogueuse, et vous êtes une femme. Vous avez le droit de dire ce que vous ressentez. Vous avez le droit de mener les enquêtes. Depuis hier, je ne peux pas appeler, même Tchenga, j'ai parlé à lui. Il a dit que c'est un problème familial, il ne veut pas lui se mêler de ça. Ce qui est sûr est que si les gens qui sont en train de dire qu'on les a violés, s'ils ne viennent pas, la justice va régler comme il peut régler. Maintenant, s'il est libre, Zuma te va dire que quoi? Pourquoi beaucoup des Camerounais, beaucoup des blogueuses camerounaises ne veulent pas parler de ça? Bien sûr. Moi, j'ai laissé les exactement donc décider que faites attention aux preuves. Les blogueuses, surtout les grandes blogueuses, les grandes blogueuses camerounaises. J'ai laissé aussi les boss mails. J'ai fait de Londres, j'ai parlé avec lui au moins 2 fois. J'ai parlé avec beaucoup des blogueuses. J'ai dit que faites attention, il y a un problème. On a entendu que c'est un règlement de compte. Et sur ça, et sur ce fait, attendez qu'il y ait des preuves avant de vous prononcer. Et regardez d'abord bien le direct. Le direct n'avait même pas de... Il n'y avait pas de commentaires, assez de commentaires. Il n'y avait pas assez de likes. Mais il y avait 50 000 personnes qui regardaient. C'est très, très dangereux. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention. Merci. Donc, si vous voulez, venez signaler ma page. J'ai dit la vérité. Moi, je veux qu'on enferme Bobla s'il est coupable. Mais s'il n'est pas coupable, préparez-vous devant Dieu. Tout ce... Et ce qui n'est pas bon, vous venez, vous prenez le nom de Nathalie quoi et le nom de la biscuit de blogueuse. Vous mettez dans tout ça. Vous croyez que c'est ça qui a gâté même Zumanto. Ça qui a détruit tout ton mensonge que tu as organisé là, Zumanto. Tu ne pouvais pas citer la pauvre Nathalie Foua qui est calme de son coin. Elle n'est pas dans des choses comme ça. Elle a sorti un livre pour dénoncer toutes ces choses-là et elle est en train de faire sa petite vie de famille. Tu viens la ramener dedans parce que tu veux utiliser sa visibilité pour passer ton message qu'on t'a payé pour ça. Tu prends les biscuits de mai, tu les mêles dedans. Tu prends les blogueuses, tu les mélanges dedans parce que tu veux faire bouger les lignes. Oui, les lignes ont bougé. Maintenant, nous, on attend les plaignants. Moi, je suis baranté comme toi, je te dis la vérité. Nous, on attend les plaignants. Je n'aime pas le faux et l'injustice. Merci, madame. Merci, madame. Bonne soirée à vous et merci pour votre intervention. Oui. Ouais. Et merci d'avoir corroboré
ce que je disais précédemment. Ouais. Alors, la dame vient donc de confirmer ce que j'ai également reçu comme information. Il s'agit de l'héritage familial qui est en jeu. Et j'étais en train de dire que, alors, c'est un membre de la famille qui contacte donc le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Alors, Ferdinand Ngongo. Je vais vous arrêter un tout petit peu et puis on va, voilà, parce qu'effectivement, j'ai reçu des informations comme quoi ce problème est en train de prendre une tournure politique. Il y a également une tentacule politique. Ça devrait être lié aussi à un règlement. Vu qu'il y a en prélude les élections présidentielles qui se préparent en 2025, alors il s'avère quelque part que ce problème soit lié aussi, pardon, un lien politique. Voilà, parce que c'est un élément, je veux dire, hein, qui est menaçant pour ces prochaines échéances politiques. Alors, la question que je voulais vous poser, en quoi M. Pobda est un élément menaçant, est un élément dangereux pour ces gens-là? C'est quoi exactement le contexte politique? Non, ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit cerner la chose. Le problème, il est simple. Nous savons tous qu'au Cameroun, les hommes d'affaires camerounais, plus précisément ceux de l'Ouest, parce que la majorité sont originaires de l'Ouest, sont les principaux bailleurs de fonds, les principaux financiers du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et en perspective, comme tu viens de le souligner, il y a une élection présidentielle qui arrive l'année prochaine. Alors, et en ce moment, il y a des batailles de clans, c'est-à-dire que les luttes de clans entre ceux qui sont proches de Paul Biya, c'est-à-dire qu'on appelle vulgairement au Cameroun le clan des Boulots, et qui a pour égérie Paul et Franck Emmanuel Biya. Et de l'autre côté, il y a le clan dit des Nanga, qui a pour égérie Chantal Biya et puis le secrétaire général à la présidence Ferdinand Ngongo. Donc c'est à ce niveau donc que tout se joue. Bon, maintenant, c'est chaque clan qui aimerait avoir à ses côtés son homme d'affaires. Voilà donc comment le clan Ngongo intervient dans la gestion de l'héritage au sein de la famille Bobda. C'est qui, alors, monsieur Ngongo? C'est qui ce monsieur, s'il vous plaît? En fait, c'est pour tous les Africains, hein, parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui regardent ce direct. Ngongo Ferdinand est tout puissant en ce moment, tandis que les Camerounais le considèrent comme, on va dire, le président bis. Parce qu'après Paul Biya, c'est lui. D'accord. Voilà. Donc, il est le secrétaire général. De manière officielle, il exerce la fonction de secrétaire général à la présidence de la République. Mais il est considéré comme le grand Manitou, le vice-dieu. Alors, Ngongo décide donc, c'est-à-dire que de concert avec les membres de la famille d'Hervé Bobda, d'en découdre avec ce dernier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, le secrétaire général à la présidence se souvient que Hervé Bobda a des entrées au sein de la garde présidentielle du Cameroun. Alors, il va donc organiser un scénario qui consiste à faire quoi? Le 2 janvier dernier, Hervé Bobda se rend à une cérémonie de remise des épaulettes au personnel de la garde présidentielle qui sont montés en grade, parce qu'il a un de ses amis qui a été promu à un grade plus élevé. Il se rend donc à la cérémonie et le clan Ngongo commet 2 soldats de la garde présidentielle et de la division de la sécurité présidentielle pour lui faire des honneurs militaires. C'est-à-dire que l'instant est immortalisé, c'est-à-dire qu'on a commis quelqu'un pour filmer cet instant, sauvegarder la vidéo et envoyer à Ferdinand
Ngongo. Vous avez tous vu la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Bien sûr, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Voilà. Autre chose également, le clan Ngongo a décidé d'attaquer Hervé Bobda sur les problèmes de mœurs, le sachant homme à femme, c'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes, on a décidé de s'attaquer à lui sur cet aspect. D'où ces accusations qui, depuis des semaines, sont virales sur les réseaux sociaux. Oui, il a violé une fille, tel garçon, etc., etc. Je peux vous dire, je peux vous certifier que tout cela est organisé par les membres du clan de Ferdinand Ngongo. Mais tenez-vous tranquille, dans cette bataille-là, c'est-à-dire que dans ce zèle assez débordant dont fait montre le clan Ngongo, ce n'est pas tant Hervé Bobda qui est visé. La personne que Ferdinand Ngongo vise, c'est le commandant de la garde présidentielle, le colonel Raymond Jean-Charles Boko Abondo. Il existe une rivalité entre les deux. Donc, parce que Ferdinand Ngongo manœuvre depuis quelque temps pour le faire remplacer par un de ses hommes de main. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est qu'avant l'arrestation d'Hervé Bobda, lundi dernier, Ferdinand Ngongo s'est rendu, c'est-à-dire il a rencontré le président de la République. Il a dit au président de la République qu'il y a un certain Hervé Bobda, dont les médias tant nationaux qu'internationaux parlent depuis quelques jours. Il est impliqué dans une affaire de mœurs, etc. Voilà. Et en plus, c'est un homme du commandant de la garde présidentielle, le colonel Boko Abondo. Et Ferdinand Ngongo a présenté au président de la République la vidéo montrant des soldats de la garde présidentielle, de la sécurité présidentielle, en train de lui faire les honneurs militaires. Alors, et en plus de cela, et il faut que je le précise, parce qu'il faut que ceux qui nous écoutent le sachent, Ngongo Ferdinand a mis les moyens en jeu pour que cette affaire de mœurs, pour que l'affaire Bobda fasse large écho, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Michel, comme tu es journaliste comme moi, je t'invite à aller lire les articles, que ce soit les journaux parlés et télévisés de certaines chaînes de radio et de télévision camerounaises, ainsi que les sujets ou alors les papiers de certains organes de médias étrangers. Vous remarquerez qu'aucun média, c'est-à-dire que de tous ceux qui ont parlé de l'affaire Hervé Bobda, aucun n'a eu à interviewer la victime. Tous se sont basés sur les témoignages qui figurent sur la page de Zumanto. Vous savez pourquoi? Non. C'est tout simplement parce que, et ça c'est ma source qui m'a révélé, Ngongo Ferdinand a mis les moyens, il a payé certains correspondants des médias français afin de donner à cette affaire un écho assez large au niveau international. Parce que, comme vous le savez, sans doute, au Cameroun, chaque fois qu'il y a un scandale qui éclate au Cameroun, si les médias camerounais en parlent, Paul Biya ne va jamais se bouger, il s'en fout. Mais quand les médias internationaux en parlent, alors Paul Biya sera obligé de réagir. Prendre une décision. Alors, Ngongo, le sachant donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé des correspondants de certains médias étrangers pour amplifier cette affaire au niveau international afin de pousser le président de la République à réagir. Voilà. Et je tiens à dire que cela participe de la méthode de Ngongo, c'est-à-dire s'attaquer à des couches vulnérables afin de susciter la réaction
de l'opinion internationale. Moi, je travaille dans le dossier relatif à la crise anglophone. Je puis vous dire que Ngongo a utilisé les mêmes méthodes pour susciter la réaction de désapprobation de l'opinion internationale envers la lutte du peuple anglophone. Par exemple, je vais vous prendre le cas d'une gardienne de prison appelée Florence Ayafor, qui avait été décapitée par des sbires, c'est-à-dire que par des milices qui ont été déversées en zone anglophone par Ferdinand Ngongo. Parce que beaucoup de Camerounais pensent que ce sont les ambassoniens qui ont égorgé cette gardienne de prison. Il n'en est rien. Ce sont les membres des gangs, les membres des milices déversés en zone anglophone sur ordre de Ferdinand Ngongo qui l'ont fait. Et il y a d'autres filles également qui ont été égorgées. Il y a des écoles qui ont été attaquées, notamment le Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba. Ça, c'est le travail des sbires de Ferdinand Ngongo. Et remarquez que c'est-à-dire que la couche de la société camerounaise qui est davantage visée ici, c'est la couche la plus vulnérable, les enfants et puis les femmes. Alors, dans l'affaire Hervé Bobda, il reproduit la même méthode parce que quand on parle de viol, qui est la cible ici? Ce sont les jeunes filles. Donc, vous remarquerez que il utilise les mêmes méthodes pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Et c'est ce qui se passe dans l'affaire Bobda. Voilà donc pourquoi, sur ordre, parce que Bobda a été arrêté suite au OK du président de la République. Donc, on va dire que Ngongo a abusé de la faiblesse du président parce que à 91 ans, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, ben, on n'a plus toutes ses capacités. Donc, voilà donc comment l'arrestation d'Hervé Bobda intervient. C'est-à-dire que cette affaire n'a absolument rien à voir avec les histoires de mœurs. On a voulu passer par Hervé Bobda pour atteindre le colonel Boko Abondo. Parce que Ngongo veut installer son homme à la tête de Boko Abondo afin de réaliser le coup d'État dont il rêve tant. Alors, donc, ça veut dire que cela émane politique. Et je peux vous dire qu'il y a eu des groupes WhatsApp qui ont été créés par des pro-Ngongo pour cette affaire. J'ai aussi eu cette information son réseau a également payé des influenceurs, certains influenceurs, c'est-à-dire que des influenceurs camerounais. D'autres sont en ce moment en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN. Ils ont été payés pour, on va dire, parler de l'affaire Bobda sur les réseaux sociaux afin que cela fasse large écho. Voilà donc. Donc c'est tout un chemin, c'est orchestré, c'est instrumentalisé, c'est grave. Exactement. Tout ce qu'on a en réalité, ce n'est pas tant Hervé Bobda qui est visé, c'est le commandant de la garde présidentielle, colonel Boko Abondo. Ngongo a pris le soin d'attribuer au colonel, au commandant de la garde présidentielle, une relation avec Hervé Bobda sur la base de la vidéo montrant des soldats de la garde présidentielle, de la division de la sécurité présidentielle, en train de lui faire des honneurs militaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'objectif de Ngongo, c'est de pousser le président de la République à se débarrasser de Boko Abondo, comme il l'a fait du patron de la Direction générale de la recherche extérieure, parce que depuis l'arrestation de Maxime Ekoiko, c'est son homme, c'est-à-dire que c'est un homme de Ngongo qui a été nommé à la tête de la Direction générale de la recherche extérieure, les services de contre-espionnage camerounais. Donc, en somme, Ngongo désormais contrôle une partie de la police, la gendarmerie, les services secrets camerounais. Il ne lui reste plus que la garde présidentielle pour réaliser
son rêve de devenir président de la République au Cameroun. Voilà les enjeux de l'affaire Bobda. Alors là, au travers de ce direct ce soir, on se rend compte qu'il y a plein d'enjeux et que ce n'est pas une affaire du tout facile. Comme c'est parti là, c'est un combat de longue haleine. Ouais. Alors, j'essaie de dire un peu les commentaires. Moustafi dit qu'il va falloir que M. Bientôt prouve tout ce qu'il est en train d'avancer. Alors, M. Moustafi... J'attends qu'on me porte plainte pour que voilà. Alors, monsieur Moustafi, je réitère, monsieur Bientôt n'est pas un journaliste anodin. C'est un monsieur diplômé qui a l'expérience, qui a toujours eu des dossiers sensibles. Alors, il vient de vous dire qu'allez-y porter plainte, il attend sa plainte. Ça veut dire qu'un journaliste d'investigation ne dénonce pas la source de son information ou ses informateurs. Mais par contre, s'il est face à une situation, par exemple, de justice, une situation qui demande, en cas de force majeure, qu'il démontre à partir de ce moment, il est habilité, il prendra ses responsabilités pour pouvoir prouver ses dires ce soir. Parce que ici, ce n'est pas un jeu. Je pense que vous suivez, et je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, vous suivez ses sorties. Ici encore, c'est modéré. Mais allez-y voir ce qu'il prouve, ce qu'il demande, comment il déconstruit certaines thèses sur sa chaîne YouTube. Et vous pensez que quelqu'un va se lever un beau matin comme ça et courir un risque pour venir déballer tout ce qu'il dit là, mais c'est parce qu'il doit avoir une source d'information sûre. Monsieur Monto, aujourd'hui, s'il est engagé, très engagé dans le combat, aujourd'hui, à défendre les victimes, c'est parce qu'il a les atouts qu'il faut. Il est prêt. Donc, quelqu'un demande le lien de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube porte mon nom, Michel Biemton. Vous tapez juste Michel Biemton sur le moteur, je sais pas moi, la barre d'outils de YouTube. Voilà. Et puis, vous avez accès à la chaîne. Et d'ailleurs, même, je vous annonce que M. Biemton prépare encore autre chose, toujours en rapport avec ce dossier. Et j'ai même envie de dire peut-être que c'est une bombe qui prépare, mais il va analyser, aller dans les profondeurs. Vous savez comment ils font ça, vous savez comment M. Biemton travaille. On a vu les dossiers qu'il a eu à aborder, à récupérer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune plainte contre lui. Donc, si ce soir, il prend ses responsabilités. Dans le dossier Samy, par exemple, n'est-ce pas Karimo avait menacé de porter plainte? Est-ce qu'elle l'a finalement fait? Non? C'est parce qu'elle savait que tout ce qui était dit sur elle par moi et par bien d'autres était fondé. Voilà. Donc, voilà. Quand nous décidons de dire un truc, nous ne faisons pas les choses à la légère. C'est parce que nous avons de quoi tenir. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nos tâches sont différentes. Moi, je suis journaliste chroniqueur sportif. Lui, il est journaliste d'investigation. Je pèse bien mes mots. Donc ce soir... Quelque chose également que j'ai oublié. Tout récemment, il y a l'épouse du PDG des laboratoires Biopharma qui est décédée. Et lors des obsèques à, je crois, Bangou, l'épouse de Ferdinand Gongo s'est rendue aux obsèques, escortée par les éléments du bataillon d'intervention rapide. Est-ce que vous le savez? C'est justement la preuve que Gongo a une main assez haute sur ce corps d'élite de l'armée camerounaise. Voilà. Donc, vous voyez donc que nous, on a plein d'informations ce soir, ce sont des révélations que moi, je ne connaissais pas. Mais s'il prend l'engagement de venir parler devant toute l'Afrique, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Il est responsable de se dire et il sait sur quoi il s'appuie. Il a une source d'information. Donc, c'est pareil. Le monsieur Rémi Gono, notre confrère journaliste, le grand frère Rémi Gono, qui suis-je pour mettre en doute tout ce qu'il dit? C'est quelqu'un, c'est un journaliste d'investigation. C'est un journaliste reporter. Il sait très bien
quand il Et vient... sans te couper, par exemple, quand je parle des captures d'écran WhatsApp, je ne vais pas venir là pour dire, voilà la capture d'écran. Et puis, quelqu'un qui fait partie de ce groupe WhatsApp va se reconnaître. Et puis, ça va devenir que oui, c'est toi qui donnes les informations à bien, mais là, j'aurais grillé certaines de mes sources. Alors là, c'est la chose la plus compliquée à faire. Donc, tandis que ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que il y a des moments où le journaliste, notamment celui d'investigation, peut prouver que voilà ce que je dis, voilà le document qui l'accompagne, voilà ceci. Mais en produisant ce document-là, il peut être poussé à trahir ses sources, par exemple. Donc voilà pourquoi c'est très délicat, cette histoire. C'est très délicat, c'est très délicat. Donc, écoutez, il n'est pas à un procès, il fait son boulot et c'est son travail. Voilà. Il dénonce quand il faut dénoncer, il dit des choses. Je vous ai dit, c'est sans langue de bois. L'émission L'heure juste de vérité, c'est pour restaurer, comme le dit l'émission, c'est de restaurer la vérité. Donc, si vous estimez que ce qu'il dit n'est pas vrai et que lui-même il vient de vous le dire, que vous le poursuivez, bah, au moment opportun, il va préparer sa défense. C'est comme ça. Donc, ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, affaire Bobda. On a voulu, Bobda, autant pour moi, on a voulu avoir un certain nombre d'éléments. Et je vous disais que c'était sans langue de bois. Et vous connaissez le front parler de M. Benton. Il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui se sont dites ce soir. Et je peux vous dire que nous suivons le dossier de très près. Alors, M. Benton, je voudrais par la suite également vous informer que cette émission sera également retransmise sur YouTube. Hein. Donc, si vous voulez retrouver cette émission et toutes mes émissions précédentes, hein, que ce soit la Minute de la Canne ou l'émission L'heure juste de vérité, vous abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien où vous pourrez aller regarder les temps forts de cette émission. Hormis le fait, je voudrais vous annoncer également que je vais suivre ce dossier de très près. Nous irons jusqu'au bout de cette affaire. Moi, quand je prends un dossier, c'est jusqu'au bout. Voilà. Ce que j'ai remarqué, M. Benton, c'est qu'on était sur l'affaire de ce journaliste décédé Martinez Zogo, et on était au niveau des procès et autres, voilà, de M. Amourou Beliga qui avait été inculpé. À ma grande surprise, aujourd'hui, le débat est détourné, je ne comprends pas, par rapport à cette affaire. On n'entend plus parler. Où en sommes-nous exactement avec l'affaire Amourou Beliga? Parce que le dossier Martinez-Zogo, quand même, n'est pas encore arrivé à son terme. Là, nous nous retrouvons dans une situation où on est en train de noyer totalement cette affaire pour nous emmener l'affaire Bobda. Donc, si vous avez des informations là-dessus, où en sommes-nous réellement sur ce dossier? Bon, je pense que nous sommes à la phase de l'enquête, non, de l'instruction. Donc, les suspects, ou je ne sais pas comment on les appelle à ce niveau, je crois les inculpés, voilà, sont interrogés par le juge d'instruction. Je crois que c'est Nzié Perrin qui a été nommé à la place du précédent, là, Sikati 2. Donc, mais il faut quand même, il y a lieu de s'interroger sur la durée de plus en plus longue de cette instruction. Et cela, justement, traduit ces batailles, ces guerres de clans au sommet de l'État, parce que derrière l'affaire Martinez-Zogo aussi se cachent des batailles de clans. Bon, vous avez d'un côté le clan de Ferdinand Ngongo, dont je parlais tout à l'heure, et de l'autre côté, le clan de Franck Emmanuel Biya. Or, il se trouve que les accusés principaux, que ce soit Jean-Pierre Amourou Belinga, que ce soit le directeur des services de renseignement, l'ex-directeur, puisqu'il a été remplacé, Maxime Eko, appartiennent au clan dit des Boulous. Et autre chose également, certaines personnalités qui n'ont pas intérêt à ce que la procédure avance craignent un grand déballage venant des accusés qui pourrait les éclabousser.
Donc, voilà pourquoi des manœuvres sont en cours pour torpiller la procédure judiciaire, soit en ne transférant pas certains éléments importants du dossier au juge d'instruction, soit en soustrayant d'autres qui figurent déjà dans le dossier de procédure. Donc voilà ce qu'il en est quand il s'agit de parler de l'affaire Martinez-Zogo. Ce sont ces luttes de clans-là, ces batailles de positionnement qui ralentissent la procédure. Pourtant, les accusés sont passés aux aveux, ça il faut le dire. Le colonel Justin Dangwe, il a reconnu que avant l'opération ayant conduit au kidnapping et puis à l'élimination physique de Martinez-Zogo, il a rencontré Jean-Pierre Amourou Belinga à son domicile. Il l'a dit devant les enquêteurs de la commission mixte police-gendarmerie. Et après l'opération qui a eu lieu le 17 janvier 2023 au soir, il est reparti à l'immeuble Ekan pour rencontrer Jean-Pierre Amourou Belinga afin de lui faire le point de l'opération. Et il lui a même présenté la vidéo des séances de torture qu'a subi Martinez-Zogo. Donc, et Amourou Belinga, qui a été confronté au colonel Justin Dangwe devant la commission mixte police-gendarmerie, n'a pas nié les faits. Il ne les a pas niés. Donc, il y a des accusés qui ont reconnu les faits. Mais maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de sortir le listing des appels téléphoniques. Et je pense que les avocats de Martinez-Zogo ont écrit au commissaire du gouvernement pour exiger la production de certaines pièces pouvant aider à la manifestation de la vérité, notamment le listing des appels téléphoniques, je ne sais pas moi, le listing des appels WhatsApp, parce que les principaux acteurs de ce kidnapping de Martinez-Zogo ont beaucoup communiqué par WhatsApp. Ils ont même créé un groupe WhatsApp spécialement pour cette opération. Voilà. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. La procédure piétine parce que certaines personnes ont intérêt à ce que le procès n'ait pas lieu. De peur donc, d'être éclaircies. Il y en a qui poussent l'affaire, qui sont tout pour éteindre cette affaire. Voilà, c'est une affaire classée. Exactement. Et tout récemment, on a failli assister à la libération de Maxime Eko et de Jean-Pierre Amourou Belinga. Bon, nous été l'intervention de certaines personnalités très haut placées. Ces deux-là seraient libres aujourd'hui. Donc, ça traduit, voilà, autre chose qui traduit cette volonté que la vérité ne se sache pas dans cette affaire. Voilà. Merci beaucoup, M. Bienton. Nous allons devoir maintenant clôturer cette émission. C'était une émission spéciale, l'heure juste de vérité, une émission spéciale affaire Bobda. Oui. Donc, ce soir, vous avez eu un certain nombre d'éléments, vous avez eu des éclaircissements, il y a eu des révélations. On avait ce soir avec nous le journaliste d'investigation, M. Michel Bienton, qui est très avancé dans le dossier et qui nous donne des informations qu'il faut. Nous restons focus sur ce dossier, malgré le fait qu'on est en Coupe d'Afrique des Nations, on va essayer de suivre ces deux dossiers. Oui, la Coupe d'Afrique termine le 11 février. Nous allons suivre la Coupe d'Afrique avec notre consultant maison, Junior Sogo. Et à côté, nous allons continuer avec notre journaliste d'investigation sur l'affaire Bobda. Parce que, il faut le dire, c'est une affaire qui est arrivée sur les réseaux sociaux, qui a fait un véritable tollé. Il va falloir qu'on suive ce dossier jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce dernier a été interpellé, alors nous devons savoir quelles sont les conclusions du dit dossier. Je vais féliciter ici les blogueurs, parce que j'ai suivi quelques blogueurs qui se sont prononcés sur cette affaire. Il y a Albert Kamer qui s'est prononcé, il y a Tata Lolo Fodja qui s'est prononcé, il y a Fleur de Lis qui s'est prononcé. Je pense
pense que la posture qu'elles ont adoptée est la bonne. Lorsqu'on ne maîtrise pas les contours de tout un dossier, on ne se prononce pas comme ça. Tout se résume. Les preuves tangibles. Il faut les preuves pour pouvoir accompagner les victimes. Elles n'ont pas mis en doute que ce monsieur est un homme dangereux et que les faits qui lui sont reprochés, la plupart des faits qui lui sont reprochés sont quand même vérifiés. Mais on veut des preuves matérielles. On veut des preuves concrètes pour pouvoir accompagner les victimes. Parce que même le bandit de grand chemin, même le voleur, a droit à un bénéfice du doute. C'est ça. Il peut y avoir une présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que le monsieur a été interpellé que ça veut dire qu'il est totalement coupable. Aujourd'hui, on nous parle de port d'armes, la non-autorisation de port d'armes. Ça veut dire quelque part peut-être qu'il n'avait pas de permis. On lui demande de justifier son port d'armes. Ce qui n'a rien à y voir avec le viol. Donc, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Je félicite ces blogueurs qui ont fait preuve de sagesse et de discernement et qui ont pris du recul parce que c'est un dossier très sensible. Et il y a des têtes qui vont tomber. Il faut faire attention. Évitons de faire du suivisme. Et j'aimerais préciser une chose. Oui, allez-y, le fait qu'on accuse Hervé Bobda pour des infractions qui relèvent du code de justice militaire n'est pas anodin. Ça prouve justement que la personne qui est visée, c'est celui dont j'ai parlé, à savoir le commandant de la garde présidentielle. Qui sait si demain Ferdinand Ngongo ne va pas faire des mains et des pieds pour lier ce haut gradé de l'armée camerounaise c'est-à-dire que pour rattacher Boko Abondo aux accusations portées contre Hervé Bobda, qui relève du tribunal militaire. Donc, ce ne sont pas des infractions de droit commun. Voilà. Exactement. Je félicite également ici Compressor. Compressor qui, elle aussi, a pris du recul et qui a même fait intervenir le président Raymond Tchenga dans cette affaire. Et le président Raymond Tchenga a apporté un certain nombre d'éclaircissements sur cette affaire. Donc, ils ont été lynchés tous les deux. Hein. Oh là là. Oh là là. Et ça revient à ce que je disais, on interdit aux gens de réfléchir, de prendre du recul. On ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. Et ce n'est pas normal. Je suis désolée. Il y a également le commissaire Zogo qui a donné son avis déjà sur ma tribune et qui a été aussi lynché et qui est revenu hier pour pouvoir maintenir sa position. Les gens ne sont pas obligés, excusez-nous, d'aller dans votre sens. Chacun a sa tribune, chacun gère son blog et chacun a le droit d'intervenir dans un dossier qu'il trouve transparent ou pas. Chacun a l'obligation ou alors chacun a le droit de donner son point de vue dans le respect. Ce n'est pas parce que les gens vont au nord que les autres vont suivre. Je suis désolée. Et l'intervention d'Albert Camer a été pertinente. Excusez-moi, les gens qui vont dans les directs d'Albert Camer. Le monsieur, jusqu'à présent, reste focus. Il dit qu'il y a en Guy-sous-Roche, il y a beaucoup de tentacules. Donc, restons neutres. Il faut donner, faire des analyses et donner notre point de vue en toute objectivité, tout en restant neutre. Il ne faut pas avoir des partis pris parce que demain, quand il y aura le revers de la médaille, eh bien, beaucoup vont tourner au ridicule. Tout à fait. Donc, il faut faire extrêmement attention. La justice est en train de faire son travail. Ce monsieur va payer de ses actes. Mais arrêtons, ne rentrons pas dans la diffamation, dans le mensonge et dans la fabrication des faits. Voilà pourquoi beaucoup de blogueurs sont restés en retrait et observent. Mais par contre, nous tous, nous voulons une même chose, c'est que justice soit faite pour tout le mal que ce monsieur a fait. C'est tout. Donc, que ce monsieur Pimpton a quelque chose à ajouter,
nous allons devoir nous séparer. Si vous avez un dernier mot à dire par rapport à ce dossier, eh bien, je vous laisse la parole avant que de dire au revoir aux followers. Non, juste, je n'aurais pas grand-chose à dire, juste que j'attends juste la suite de l'affaire, comme on dit, que je vais suivre d'un bout à l'autre et rendre compte des différents développements autour de cette actualité-là, simplement. Donc, nous restons attentifs au développement de cette actualité. Voilà, c'est tout. Monsieur Bientôt, je vous remercie d'avoir d'avoir pris un peu de votre temps pour venir participer à ce grand direct. Merci encore d'avoir honoré à ce rendez-vous. Chaque fois que j'ai eu besoin de vous, vous avez toujours été là. Merci encore. Merci également au commissaire Zogo, qui, lui, porte une triple casquette, mais qui est parmi nous, qui est sur cette tribune en qualité de consultant dans le cadre de la Minute de la CAN. Merci infiniment. Merci à tous ces followers qui m'ont toujours soutenu. Merci également à toutes ces personnes-là qui partagent mes directs et qui restent dans la vérité, qui mettent de côté les émotions et qui restent objectives. Merci encore. Nous restons focus sur ce dossier. Nous allons le suivre de très près et nous reviendrons, pourquoi pas, avec notre journaliste d'investigation, M. Bienton, qui va encore nous apporter d'autres éléments. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que justice sera faite. Ayons confiance aux autorités camerounaises. Voilà, nous sommes dans un pays de droit. Même ceux qui sont en Europe sont dans un pays de droit. L'Afrique, c'est un pays de droit. Ouais. Donc, respectons la justice camerounaise, les autorités camerounaises et attendons tout simplement le verdict. Ouais, merci encore. Oui, c'est monsieur. Merci. Merci pour tout le travail que vous avez fait. Voilà. N'oubliez pas, chers followers, allez vous abonner à la chaîne YouTube de M. Bienton, parce qu'ici, il n'a rien dit, mais là-bas, c'est la totale. Donc, allez-y, vous abonner, si vous voulez suivre ce dossier de très près. Et puis, je vous dis, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. Si vous voulez regarder ce direct, vous allez également le retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci encore à mon équipe Community Management. Merci à tous les followers. Excellente soirée à vous et à bientôt dans le cadre de la Minute de la CAN, les quarts de finale qui commencent à se jouer samedi. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao, ciao.